Dans le kibbutz où je suis, le kibbutz Rosh Hanikra, pratiquement personne n'est revenu, peut-être une poignée de personnes, on va dire, maximum. Ce que font les gens, c'est ce que je fais moi au quotidien, c'est-à-dire je vais chez moi, je répare, je nettoie et j'essaie de ranger. C'est un travail absolument monumental, on a des impacts directs, des impacts indirects, ce qui fait qu'il y a des dégâts à réparer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Nathan Lévy-Falk. Nathan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je vois, on voit qu'on se retrouve alors que vous êtes toujours dans cet hôtel de Shavetion d'où vous nous avez parlé pendant plus d'un an. Oui. On pensait quelque part qu'après plus d'un mois et demi de cessez-le-feu, vous seriez revenu dans votre maison à Rosh Hanikra. Et c'est pour ça qu'on a fait d'une certaine manière appel à vous, parce que hier on a parlé de l'armée israélienne qui était en train de se retirer justement du sud Liban, de Nakoura. Et Nakoura et Rosh Hanikra, c'est à vol d'oiseau, peut-être même pas un kilomètre. Et donc on s'était dit peut-être que vous aviez pu retrouver votre maison. Qu'en est-il, Nathan ? Alors, vous savez que beaucoup de personnes qui étaient sur la ligne de front ont été évacuées il y a à peu près d'un an et demi maintenant. Et on a été placés dans des hôtels qui ont été disséminés dans la région, certains plus au nord, certains plus au sud. Moi, j'ai été placé à Shavetion avec un groupe de personnes très sympathiques d'ailleurs, qui ont été évacuées comme moi. À partir du mois de mars, la situation s'est localement largement aggravée, ce qui fait que beaucoup de ces réfugiés sont partis se réfugier beaucoup plus au sud, dans d'autres structures où on louait des appartements pour se mettre à l'abri du fait de la pression des roquettes et des missiles qui tombaient sur le nord d'Israël, bien au-delà de cette ligne frontalière. Depuis le mois de juin, les choses se sont encore aggravées et beaucoup sont partis encore beaucoup plus loin maintenant, ce qui fait qu'on est assez peu à être restés dans cet hôtel. On est environ une dizaine de personnes ou de familles. Et donc, on a suivi ces événements au fur et à mesure en fonction de l'évolution des accords ou des refus d'accords qui se sont déroulés durant ces derniers mois. Alors, comment est-ce qu'on a pris cette décision? Alors, on a tous bien compris qu'il s'agit seulement d'un cessez-le-feu, pas d'un arrêt formel des hostilités. Nos espoirs résident dans la pression qui est mise par Donald Trump et l'armée américaine sur le Hezbollah et sur le Hamas plus au sud pour qu'il y ait une solution pérenne. Au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va se passer? À vrai dire, personne ne le sait. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le kibbutz où je suis, le kibbutz Rosh Hanikra, pratiquement personne n'est revenu, peut-être une poignée de personnes, on va dire, maximum. Ce que font les gens, c'est ce que je fais moi au quotidien, c'est-à-dire je vais chez moi, je répare, je nettoie et j'essaie de ranger. C'est un travail absolument monumental, on a des impacts directs, des impacts indirects, ce qui fait qu'il y a des dégâts à réparer. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. La maison qui a été vide pendant un an et demi dans un état épouvantable. Pour donner un ordre d'idée, chaque nettoyage de pièces demande pratiquement 2 jours de nettoyage. Les matelas, les draps, les oreillers, tout ça, j'ai dû les jeter. Tout était moisi à l'intérieur. Et voilà, donc c'est un beaucoup de travail. En termes d'impact direct ou indirect, on a reçu une requête entre ma maison et celle du voisin, ce qui fait que moi j'ai eu des éclats indirects, mais le voisin par contre a pris beaucoup plus cher sur sa maison, donc je l'aide à réparer quand il vient passer quelques jours là-bas. Moi, en ce qui me concerne, ce sont les caméras qui ont explosé, qui ont été soufflées. Ma souka de 2023 est toujours en miettes sur la pelouse, avec un gros trou dans la pelouse. Les masganes qui étaient sur le toit ont été soufflés. Voilà, donc c'est un peu l'ambiance. Donc quand on y va, j'ai dormi une nuit là, il y a quelques jours là-bas.
c'est un silence de mort. Il y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. On se sent vraiment très très seul. Alors, est-ce que Rosh Hanikra, c'est un cas à part, ou alors c'est un peu le cas dans la plupart des localités frontalières? Que se passe-t-il par exemple, si vous le savez, plutôt du côté de Kiryat Shmona, du doigt de la Galilée? Est-ce que les gens reviennent plus facilement ou pas vraiment? Non, de ce que je sais, de ce que je peux voir, parce que j'ai quand même pas mal de relations sur le Nord, c'est à peu près partout pareil. Et pour être tout à fait franc, on a une chance extraordinaire. Rosh Hanikra, c'est rien par rapport à Kiryat Shmona, par rapport à Metula, ou tous ces kibbutz qui sont beaucoup plus sur la ligne orientale de la frontière. Donc nous, on n'a pas été épargnés, mais enfin, on est dans une situation quand même beaucoup plus favorable et beaucoup plus facile à gérer que ces pauvres habitants de Kiryat Shmona, de Metula. Alors, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes confiant ou encore véritablement très très sceptique concernant l'avenir? Est-ce que, par exemple, le fait que l'armée israélienne commence à se retirer du sud Liban, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous préoccupe? Un peu, oui. D'autant plus que si elle se retire, ça veut dire que l'armée libanaise reprend le terrain local. Quelle confiance on peut accorder à l'armée libanaise pour assurer la sécurité du nord d'Israël? Je suis assez dubitatif sur la question. Il y a d'autres événements qui sont produits d'ailleurs récemment. Le Hezbollah a été chassé de Syrie, ce qui fait qu'ils sont a priori tous revenus, parce qu'il en reste tout du moins au Liban, et qu'on ne voit pas sur quel modèle de vie ou d'attitude on peut se baser pour l'avenir immédiat dans le nord d'Israël, ou pour tout Israël d'ailleurs. Alors ils ont les capacités de tirer assez loin. Donc je suis assez dubitatif. J'ai bien pris conscience que c'est un cessez-le-feu, c'est pas un arrêt des hostilités. En ce qui me concerne d'ailleurs, les premières choses que j'ai fait, c'était de restaurer tous les éléments de sécurité dans la maison, bloquer, remettre en place tous les éléments de blocage des portes pour éviter les intrusions. Je crois que c'est finalement l'élément sur lequel on est un peu plus tranquille qu'avant, c'est que le risque d'intrusion est quand même plus limité, et pas nul, mais il est quand même plus limité qu'il ne l'était il y a quelques mois. Alors, sur le plan très technique maintenant, le gouvernement continue à fournir des aides aux habitants des localités frontalières, où ces aides se sont arrêtées. Je sais qu'on a annoncé hier que Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, avait daté, on va dire, le retour des habitants du Nord au 1er mars 2025, dans environ 2 mois. Est-ce que il y a un changement dans votre statut? Est-ce que vous continuez à recevoir des aides ou alors plus depuis le 1er janvier, par exemple? Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais demandé d'aide particulière. J'ai été logé dans un hôtel, donc je pense que c'est l'hôtel qui touche ces aides, ce qui me paraît bien naturel. En ce qui concerne le reste, je peux pas vous dire. Ce que je peux constater, par contre, c'est l'impact économique dans le Nord. Oui. Il y a de nombreux magasins, de petites entreprises, y compris des choses simples comme des petits garagistes ou des pizzerias. J'avais une pizzeria cachère qui n'était pas très très loin de chez moi à Shlomi, qui a dû fermer ses portes. Les locaux sont en vente, etc. Donc l'impact économique sur le Nord est énorme. Et je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est des indemnisations qu'ils auront dans l'avenir à ce sujet. En ce qui concerne les habitants, oui, a priori, on devrait être pris en charge jusqu'au 1er mars 2025. Mais à contrario, on a ce démon à l'intérieur qui nous pousse. On a envie de rentrer chez nous parce que vraiment, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Alors, vous n'en pouvez plus, effectivement, on peut le comprendre, bien entendu. Est-ce que vous avez quelques espoirs en Donald Trump, le fait qu'il arrive à la Maison-Blanche? On entend on va dire, les menaces très fermes qu'il adresse, par exemple, au Hamas, pas plus tard qu'hier. Est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump peut bouleverser la donne dans la région, au nord en particulier? J'en suis absolument convaincu, c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour lui. Tsahal a fait un travail absolument remarquable et il continue à faire un travail remarquable. J'ai une peine infinie quand je vois tous ces jeunes soldats qui tombent au quotidien. Ça me fend le cœur. J'ai habité longtemps à Élie, donc je suis assez touché de près par ce qui s'est passé encore hier. Mais
Donald Trump, c'était à l'armée américaine, c'est la possibilité d'avoir un impact psychologique énorme, tant sur le Hamas que sur le Hezbollah. Et c'est un peu l'aspect psychologique des choses, c'est sur ça qu'il joue d'ailleurs. Je pense, en menaçant de faire venir l'armée américaine, le Navy SEAL, j'imagine, pour aller chercher les otages. Cette situation des otages est insupportable, et on ne peut pas imaginer un seul instant que cette situation se poursuive comme ça sans qu'on trouve une solution. Je comprends les familles des otages qui demandent l'arrêt des hostilités, etc., ce qui ne réglera certainement pas le problème et qui ne ramènera personne. Donc il faut aller chercher ces otages d'une manière ou d'une autre, soit avoir une négociation immédiate de tous les otages, soit en faisant appel à une aide extérieure militaire, en particulier américaine. Alors l'avenir, Nathan, c'est peut-être un tout petit peu éclairci, mais pas véritablement, on peut dire pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est mieux, il y a plus de tirs d'une certaine manière en direction de Nahria. Il y a, on va dire, une sorte de calme, on va dire relativement précaire, mais on n'est pas encore au bout de nos peines, quoi. Non, c'est une sorte de vigilance au quotidien. On est très à l'affût des bruits, il y a encore des explosions de gauche et de droite dont on ne connaît pas les origines, sans doute des travaux, des choses comme ça. On est tout de suite aux aguets. Je crois que c'est le prix à payer. On est israélien, cette terre est israélienne, elle appartient au peuple juif. Il faut qu'on la garde, et si c'est le prix à payer pour garder cette terre, je suis moi, en ce qui me concerne, prêt à le faire. Eh bien, professeur Nathan Lévy-Falk, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Encore une dernière question peut-être sur l'hôpital de Nahria. Est-ce que l'hôpital a repris, on va dire, une sorte de rythme normal? Vous nous disiez pendant toute cette année que l'hôpital était réinstallé dans les sous-sols. Est-ce que ça a changé aussi de ce point de vue-là? Ah oui, alors ça a changé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc on a récupéré les étages supérieurs. Et donc on reprend un rythme de fonctionnement pratiquement normal. On n'est pas encore à 100%, mais on en a une activité réglée, par exemple de prothèse ou de chirurgie programmée, qui est en train de se remettre en place maintenant de façon tout à fait normale. Bon. En même temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, les choses reviennent à la normale de ce côté-là. Eh bien, écoutez, c'est déjà peut-être un signe encourageant en tout cas. Merci beaucoup Nathan d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné de vos nouvelles. Donc on est plus d'un mois et demi après ce cessez-le-feu, dans l'espoir que celui-ci tienne le coup. Même si ce n'est pas évident, bien qu'il tienne le coup et qu'il vous permette en tout cas de rentrer le plus rapidement chez vous à Rosh Hanikra. Merci beaucoup Nathan d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous Daniel, bonne journée à tous vos auditeurs. À bientôt, au revoir.